Got north right clamp, south fox, H top, pass 38, top gun, BXP, sweat. Let's go. First punt today. And it's a big one. Wow! Hey, salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode juste après la draft qui vient de se dérouler ce week-end. On va pas se mentir, c'est un peu la gueule de bois cet après-midi. J'enregistre cet épisode, c'est dimanche soir ici. Je suis un peu fatigué, les nuits ont été courtes ces derniers jours. J'ai passé des heures à suivre la draft, analyser et prendre des notes de chaque choix, préparer mon article et préparer cette vidéo. Donc je suis un peu fatigué, pas très frais, mais bon, ça devrait le faire. Alors, imaginez si c'est difficile pour moi, si c'est difficile pour les analystes, imaginez pour les franchises qui doivent faire des choix qui vont décider le futur à court terme, à long terme de leur franchise. D'accord? La difficulté, elle est le jour de la draft, déjà, la difficulté est de bien choisir les joueurs, évidemment, c'est assez banal, mais c'est vrai. Et surtout, c'est de savoir s'adapter aux choix des concurrents, des autres équipes, d'accord, qui les entourent, qui sont au-dessus ou en dessous dans le tableau de la draft. C'est anticiper les choix. Il faut savoir que chaque franchise, déjà, ils répètent leur gamme avant la draft. Ils n'arrivent pas là, c'est pas à l'improviste, c'est pas improvisé. Tout est préparé de A à Z. D'accord? Donc, aucune surprise pour les drafts. Ils sont archi préparés. Ils répètent, si vous voulez, un peu comme une pièce de théâtre, comme un acteur, les différents scénarios. Et le jour de la draft, ils sont prêts. Après, il y a toujours des surprises. Et aujourd'hui, on en a une grosse et on va parler de cette surprise que je pense que personne, en tout cas les fans et les analystes, ne s'y attendaient pas. D'accord? Donc je regarde mes notes rapidement. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs points. On va parler déjà de Cam Ward, le numéro 1 de la draft, au profil assez particulier. On va parler de la surprise qui est Shedeur Sanders, la chute libre lors de cette draft. On va parler du méga échange qui a eu lieu au premier tour entre les Jaguars et les Cleveland Browns. On va parler de cet échange. Et on finira avec la minute éducative qui sera consacrée aux échanges, à la valeur des échanges. OK? Bienvenue chez le Punter. C'est parti. Alors, commençons avec notre premier point du jour, c'est Cam Ward. Cam Ward, le nouveau quarterback des Tennessee Titans, donc, qui était choisi numéro 1 de la draft 2025. Ok, un profil très particulier. Cam Ward, si vous avez lu mes articles dernièrement où je présentais les différents prospects, les espoirs, dans la présentation de Cam Ward, je parle de son passé, de son époque au lycée, où il ne reçoit pratiquement aucune offre, d'accord? Il est évalué avec une étoile, qui est une note très basse, et il reçoit une offre de l'université de Incarnate Word, une toute petite université on va dire, du deuxième division universitaire. Et de là, il se transfère ensuite à Washington State, et puis finit sa carrière universitaire à Miami, donc la saison dernière, où il explose complètement. Il se révèle être un joueur excellent, le meilleur quarterback de cette QV, clairement, puisqu'il est choisi au premier poste. Après, il faut relativiser aussi, est-ce que c'est vraiment le meilleur joueur de cette QV? Très peu d'experts, le voient à la première place. Hein. Ils voyaient Travis Hunter, ils voyaient Mason Graham, ils voyaient Abdul Carter bien au-dessus. Le problème, c'est que, sachant l'importance du poste de quarterback, qui est la position reine de ce sport, qui dicte tout le jeu, donc c'est forcément les quarterbacks sont toujours on va dire surdraftés, surcotés. Ok. Si on compare avec la draft de l'année dernière, par exemple, et beaucoup d'experts se sont amusés à faire ça, j'ai lu plusieurs articles où je vois en fait une comparaison de Cam Ward avec Bo Nix. Bo Nix, c'était le 6e quarterback choisi l'année dernière, au 12e choix. C'est-à-dire que si on refaisait la draft, et avec des si, vous savez comment ça marche, ça serait très facile, très simple, mais c'est pas comme ça.
Mais si on jouait à ce petit jeu, en fait, Cam Ward, il aurait été choisi derrière Bo Nix, donc, mais aussi derrière J.J. McCarthy, Michael Penix, et Drake May, et Caleb Williams. Et il n'aurait pas été premier de la draft s'il s'était présenté l'année passée, en 2014. Il aurait été sans doute Bo Nix, 12e, 13e, peut-être un peu plus loin. Et cette année, donc, il se retrouve premier, on va dire, un peu face au manque de compétition et de talent, simplement, à ce poste. Ça reste toutefois un excellent joueur. Et attention, il a un très bon bras, il est très précis, il est surtout très créatif et assez athlétique, puisque si vous voyez ses vidéos, ses highlights sur YouTube ou autre plateforme, vous verrez très bien que c'est un joueur qui est capable de sortir de la poche et de gagner des yards au sol, sans problème. Après, forcément, il va devoir se développer, il va devoir beaucoup travailler, surtout sur son jeu au pied, où apparemment c'est un gros problème. On le voit, il n'est pas, on va dire, très académique dans ses lancers. Des fois, c'est un peu nonchalant, c'est un peu, on va dire, football de rue, entre guillemets. C'est une espèce de tendance à se la jouer facile, quelquefois. Il va falloir gommer tout ça en NFL, parce que ça ne marche pas. Contre des défenses ultra préparées, ultra entraînées, ça ne marchera pas. Il devra travailler sur sa prise de décision, mais ça, c'est tous les quarterbacks jeunes. C'est un problème d'expérience, de maturité aussi, dont j'ai pas trop de on va dire, de questions, de soucis à ce niveau-là. Après, à Tennessee, il n'arrive pas dans une équipe de bras cassés, hein, attention. Même si il aura pas énormément de cibles, il aura surtout Ridley, Calvin Ridley, qui est peut-être le meilleur receveur de cette équipe. Ils viennent de recruter Tyler Lockett, le vétéran, qui est pas mal. Ils ont recruté quelques cibles sur cette draft. Ils ont recruté Kamir Dyker, Elik Ayumanor, ils ont Gunnar Helm, le Titan de Texas, donc plusieurs cibles. Après, bon, c'est pas les cibles des Eagles, des Vikings ou des équipes comme ça. Hein. La offensive est pas trop mal, surtout avec Dan Moore qui vient de recruter de Pittsburgh. Mais bon, ne vous attendez pas à voir Cam Ward dès sa première année à mener Tennessee au Super Bowl, par exemple. Ok. Déjà, s'ils arrivent à gagner plus de matchs que l'année dernière, bon, après avec Will Levis, c'était compliqué. Avec Cam Ward, je pense qu'ils quand même ils vont s'améliorer et bon. Une saison à 8 ou 9 victoires, je pense que ça devrait être leur objectif. Restons avec les quarterbacks, et là, on va s'étendre un peu. La grosse surprise, c'est la chute libre de Shedeur Sanders. Alors, Shedeur Sanders, c'était, selon beaucoup, on va pas se mentir, selon beaucoup d'experts, c'était le deuxième meilleur quarterback de cette QV. Problème, Shedeur Sanders, il n'a pas été drafté numéro 2 de la draft, ni au premier tour, ni au deuxième tour. Il a été drafté en position 144 au 5e tour. Il a été drafté comme sixième quarterback de cette draft. Alors, que s'est-il passé? Quel est le problème? Parce que là, c'est pas une dégringolade, c'est comme on a dit dans le titre, c'est une chute libre, une chute vertigineuse. Alors, beaucoup on parlait avec beaucoup de langue de bois d'un problème de football. C'est un problème de football, un problème de talent. Non, ça n'a rien à voir. C'est un problème apparemment selon certains de maturité. C'est un garçon très très arrogant. Les interviews ont été la plupart complètement ratées. Il n'était pas préparé. Il était, on va dire, un peu trop direct, pas assez, on va dire, préparé dans le sens que vous savez, il faut dire les bonnes réponses, il faut dire ce que les gens veulent entendre. Lui, c'était très souvent, très direct, très peu de remords. Il critiquait sa ligne offensive pour expliquer le nombre de sacs. Enfin bon, bref. Ça s'est très très mal passé, une arrogance que beaucoup de franchises n'ont pas aimée. Après, quand on parle d'arrogance, de maturité, de problèmes, on va dire en coulisses. Il faut dire que le nom de famille, la famille n'aide pas beaucoup. Shedeur Sanders, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fils de Deion Sanders, coach prime time, une des légendes de la NFL, qui était un fantastique cornerback dans les années 90.
qui ensuite est passé à la télévision, il était commentateur et désormais il est entraîneur à l'université de Colorado, là où il entraînait son fils d'ailleurs, Shader, mais aussi son autre fils et Travis Hunter, son fils adoptif. Donc voilà, je pense que le problème vient aussi de la famille. Il faut dire qu'il y a tout un cirque autour de la famille, d'accord? C'est des réseaux sociaux. Un des frères, en fait, a une chaîne et ça filme 24 heures sur 24. C'est sur YouTube. On va dire, c'est un cirque. Et après, Dion, il y a beaucoup de caméras autour de Dion. Il est très actif sur les réseaux sociaux. Je pense que beaucoup de franchises ont eu peur de cela, d'accord? On peut pas dire que Deion Sanders ait beaucoup aidé son fils aussi dans ce, on va dire dans ce passage à la NFL. Il y a quelques mois, il avait, en parlant à un média, je sais plus lequel, il avait dit que voilà, son fils allait être dans des super équipes. Que si jamais c'était une mauvaise équipe, une équipe du bas de tableau, une mauvaise franchise qui le draftait, il allait mettre son veto. Voilà, donc je pense que les Cleveland Browns, les New York Giants n'ont sans doute pas trop apprécié ce message du père, d'accord, et forcément, ça a une influence, forcément. Après, on parle encore une fois problème de maturité, arrogance, ce qui se passe en dehors. Hey, attention, hein. Je vais vous citer quelques noms. Cette année, Mike Green, le edge de Marshall, qui a été drafté alors qu'il a été visé au lycée et à l'université par des plaintes pour agression sexuelle. Il a quand même été drafté au 2e tour, d'accord? Et ça, c'est plus grave qu'être arrogant. Jalen Carter, le defensive tackle de Philadelphia Eagles, lui, juste avant la draft, il roulait à plus de 160 km/h sur l'autoroute dans l'état de Georgia, là où il jouait, à l'université de Georgia. Il a provoqué un accident. En fait, il faisait une course avec un copain à lui, qui était lui aussi joueur des Georgia Bulldogs, sauf que son copain a perdu le contrôle de la voiture, il est mort. Ok? Et sa copine, ça n'est sorti, mais par miracle. Pareil, Jalen Carter, 2 mois plus tard, il était drafté au 1er tour de la draft. Spencer Rattler, le quarterback des New Orleans Saints, qui a été choisi l'an dernier au 4e ou 5e tour, je sais plus. Lui, il y a quelques années, il était dans un programme de télé-réalité qui suivait des jeunes joueurs de football au lycée. Le joueur était infâme. Il était horrible. Il était détestable. C'est un joueur qui se moquait de ses copains, de ses coéquipiers, clairement devant la caméra. On était limite harcèlement. Le mec, il a quand même été drafté. Donc voilà, il faut quand même dire ces choses-là. Il faut quand même expliquer que ces problèmes de comportement, on va dire, d'arrogance, de maturité, oui, ça affecte forcément. Ça affecte forcément, on va dire, la position de choix dans la draft. Mais pour Shader Sanders, je pense que c'est surtout le nom de famille. Et s'il s'appelait Shader Williams ou Shader whatever, n'importe quoi le nom, je pense qu'il aurait été drafté beaucoup plus tôt. D'accord? Et pas au choix 144. D'accord? Écoutez les noms. Tyler Shough, 2e tour. Ensuite, Dylan Gabriel, 3e tour. L'autre, je me souviens plus. Mais en tout cas, après Jalen Milroe aussi. Shader Sanders, il a été drafté après tous ces gens-là. Il a été drafté au 5e tour. Mais excusez-moi, hein, Tyler Shough, c'est un mec qui a 26 ans, qui enfin, il arrive à la NFL. Il a été très souvent blessé à NCAA. Il a perdu son poste dans 3 universités. Il a joué dans 4 universités en tout. Et il est choisi au 2e tour. Bonne chance aux New Orleans Saints avec leur nouveau quarterback. Je veux pas être méchant, mais Shader Sanders, il a un Tyler Shough dans chaque doigt de la main. Shader Sanders est un super joueur. Après, on peut parler football, de ses défauts et tout. Ça reste un super joueur. Et quand on regarde le groupe de quarterback de Cleveland avec le vieux Joe Flacco qui a 40 balais, Kenny Pickett qui est un raté, le 3e c'est Dylan Gabriel qui vient de drafter, qui est pas mal. D'accord? Après, est-ce qu'il est si bon que les Browns le choisissent 50 places avant Shader? Non. Et clairement, Shader Sanders, il aura sa chance d'être titulaire. Il pourrait devenir titulaire à condition que voilà, il soit
il faut qu'il soit un peu plus humble. Ce qui s'est passé ce week-end doit lui servir de leçon. Ça doit être une cure d'humilité pour lui, vraiment. Il faut qu'il arrive aux Browns, tête basse, qu'il bosse très dur. Et s'il joue le football qu'il sait jouer, il peut très vite devenir titulaire. Le troisième point que l'on va aborder, c'est cet échange entre Jacksonville et Cleveland en tout début de draft. Les Jacksonville Jaguars, il faut dire qu'ils ont tout changé. Ils ont changé, bon, pas le propriétaire, ils ont le même propriétaire, Shadi Khan, l'ancien maire de Londres. Mais ils ont changé l'entraîneur, ils ont Liam Cohen, ils ont un très jeune manager général de 36 ans, Gladstone, je crois qu'il s'appelle, qui vient de Los Angeles Rams. Et je pense qu'ils ont voulu marquer le coup. Ils ont vraiment voulu, on va dire, enthousiasmer les fans des Jacksonville Jaguars. C'est pour ça qu'ils ont été très agressifs et ils sont allés chercher Travis Hunter. Travis Hunter, forcément, c'est un super joueur. Hein. Il va jouer des deux côtés du ballon, mais à mon avis, c'est surtout un choix, qui va déjà faire venir les gens au stade. D'accord. Pour ceux qui regardent la NFL, regardez les tribunes des Jaguars, regardez la différence cette année, l'année prochaine. D'accord. Et vous verrez une grande différence. On va dire d'assistance dans le stade. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde au stade, surtout en début de saison. D'accord. Après, ça dépendra des résultats. Mais en début de saison, je pense qu'il y aura beaucoup de monde au stade. Beaucoup de monde va acheter des maillots de Travis Hunter. Travis Hunter, d'ailleurs, il est de Floride. C'est on va dire, un enfant du pays. Ok. Et ça, forcément, ça va attirer les fans en plus. Surtout pour une franchise qui, on va dire, à Floride, ils vivent un peu dans l'ombre des Tampa Bay, des Miami Dolphins. C'est un peu la toute petite franchise de Floride. Et puis, parlons-en. Les Jacksonville Jaguars, ils jouent à Londres 2 ou 3 fois par an. C'est pas forcément parce que leur propriétaire, c'était l'ancien maire de Londres. C'est aussi parce qu'ils ont beaucoup de mal à remplir le stade. À chaque fois qu'ils jouent à Wembley, au Tottenham ou enfin à Londres, le stade est plein. Il faut pas oublier que tout ça, c'est du business, la NFL. Et ce qui compte, c'est les billets. D'accord? C'est pas seulement ce qui se passe sur le terrain. Donc bon, la trade, vous savez, les analystes, beaucoup de journalistes, ils adorent parler du gagnant et perdant. Qui a gagné dans cet échange, qui a perdu. Je n'aime pas trop ce discours, donc je vais pas rentrer dans cette spéculation. Pour moi, c'est trop tôt pour le dire. Pour savoir qui a gagné, il faut attendre la saison que se déroule, il faut voir les joueurs, comment ils performent, les équipes, les résultats. On ne jugera pas avant. Cleveland, il gagne sur le coup beaucoup de choix et surtout un choix extra du premier tour de l'année prochaine qui va sans doute les intéresser en vue de la draft 2026, donc où apparemment la promotion de quarterback sera bien meilleure. D'accord, on parle notamment, sans doute sûr, parce qu'ils sont dans les dernières années, il y aura Cade Klubnik, le quarterback de Clemson, qui promet. On verra comment il performe cette année. Et aussi Drew Aller de Penn State. D'accord? Il y en aura d'autres, peut-être on parle du neveu des Manning, Arch Manning, je pense que ça sera plutôt pour 2027. On parle de DJ Lagway, je pense que ça serait aussi 2027. Peut-être Avery Johnson de Kansas, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, avec Klubnik et Haller, c'est sûr que là on parle de quarterback de notre niveau, que Watt, Sanders et consorts. Donc à mon avis, Cleveland il prépare ça aussi, d'accord, au cas où ni Gabriel ni Sanders ne fonctionnent cette année. Ok, et finissons donc avec la minute éducative où aujourd'hui on va parler de la valeur de chaque choix, d'accord? Quand on parle d'échange, de choix, comment se calculent les transactions, d'accord? Pourquoi, par exemple, prenons l'exemple de l'échange dont on a parlé avant, entre Jacksonville et Cleveland. Jacksonville, donc, avec cet échange, a obtenu le choix numéro 2. Le numéro 104 du 4e tour et le 200e du 6e tour. En échange, ils envoient aux Cleveland Browns leur numéro 5, leur numéro 36, 2e tour, leur numéro 126, 4e tour, et aussi leur choix du premier tour de la draft 2026. Comment se calculent ces choix? Alors, il y a, on va dire, une espèce de tableau, une feuille de calcul qui a été créée par
Jimmy Johnson, il y a des années. Jimmy Johnson, c'était un ancien entraîneur de foot, surtout universitaire, notamment aux Miami Hurricanes, et ensuite analyste télé. Et il a créé cette table, en fait, que vous pouvez voir sur votre écran maintenant. Et vous voyez la valeur de chaque choix. Donc le premier, par exemple, le premier choix de la draft, c'est 3000 points. Le dernier, ou les derniers au 7e tour, c'est 1 point. D'accord? Donc vous voyez très bien que pour grimper de plusieurs places, surtout au premier tour, dans les premières places, c'est très cher. D'accord? Après, est-ce que les échanges sont toujours justes? Non. Très souvent, surtout si c'est le jour même de la draft, on va dire que les équipes qui veulent monter dans le tableau, monter de quelques places, ils doivent un peu surpayer cet échange pour qu'il ait lieu, d'accord? C'est comme, on va dire, une espèce une manière de convaincre les autres équipes d'accepter cette trade, cet échange, d'accord? Donc vous voyez très bien que Jacksonville, si on fait le calcul, en fait, ils ont la valeur des choix qu'ils ont obtenus est de 2697. D'accord? Si on compte le deuxième, le numéro 104 et le 200, c'est 2697. En échange, ils payent, sans compter le choix de l'année prochaine, ils payent 2200 quelque chose, qui est moins. Sauf que si on ajoute le choix du premier tour de l'année prochaine, tout dépendra où les Jaguars finissent. D'accord? S'ils finissent parmi les 5 plus mauvaises équipes, regardez, ils pourraient en fait donner une valeur de 3000 points ou 2000 et quelques points. Ça veut dire que en tout, la valeur de cet échange serait de 5000 points. 5000 points. Alors qu'ils n'ont récupéré que 2697. Techniquement, mathématiquement parlant, ils sont largement perdants. D'accord? Après, l'important, c'est le terrain. Et si Travis Hunter, il fait une super saison et les Jaguars, ils gagnent beaucoup de matchs, ils arrivent en playoff, Travis Hunter, il est dans la course pour Rookie of the Year, il est dans la course, il va au Pro Bowl, ou c'est un All-Pro. Est-ce qu'on peut dire que les Jaguars ont perdu? Pas vraiment. Parlons d'une autre trade aussi qui a eu lieu, qui pour moi, celle-là, elle est pire. Elle est pire. Celle des Jaguars, je peux comprendre. Mais celle d'Atlanta, qui décide de revenir en fin de premier tour pour prendre un deuxième edge. On va pas parler de ce choix maintenant, mais on va parler du coût de cette opération. Dans Atlanta, ils obtiennent le choix numéro 26, donc du premier tour, des Los Angeles Rams, et aussi le choix numéro 101, du troisième tour. En échange, ils envoient aux Los Angeles Rams, donc le numéro 46, qui est un deuxième tour, le numéro 242, qui est un septième tour, et un choix du premier tour de la draft 2026. C'est-à-dire que Atlanta reçoit 2 choix d'une valeur de 798 points. Alors que les Rams, et encore une fois, tout dépendra de où Atlanta va finir, hein, mais imaginons, s'ils finissent en milieu de tableau, d'accord? Milieu de tableau, c'est quoi? C'est dans les 900 points, d'accord? Aux portes des playoffs, 900 points. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont payer 1300 points. D'accord? 1300 points. Alors que les 2 choix qu'ils ont reçus sont de 798 points. Une différence énorme. Encore une fois, vous savez que je suis partisan de juger sur le terrain plus tard si qui est gagnant, qui est perdant. Mais ça me semble très cher quand même. Je pense que les Rams ont très bien négocié pour le coup. Mais cet échange me semble très cher de la part des Atlanta Falcons. Après, comme j'ai dit, seul le terrain parlera. Et merci d'avoir suivi cet épisode. Votre soutien est important, alors n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager avec vos amis. À très vite pour un nouvel épisode.